Alors, les neurosciences sont allées un petit peu au-delà du bouddhisme, dans la mesure où ils ont dit il y a 3 mois qui n'existent pas réellement. Le bouddhisme avait bien dit le moi n'existe pas réellement, mais eux, ils ont pu arriver à distinguer différents cas. Donc j'ai résumé à l'extrême, si c'est des choses qui vous passionnent, il y a tous les livres d'Antonio Damasio là-dessus. Le premier moi, c'est vraiment celui qui va, je trouve, le plus intéressant à comprendre pour notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle le moi narratif. C'est-à-dire que si je pense que j'ai une essence stable, c'est parce qu'en fait, c'est l'histoire que je me raconte tout le temps, à moi-même. Et je change tout le temps l'histoire pour qu'elle reste cohérente et qu'elle intègre tous les nouveaux éléments qui, en fait, si je regarde bien, ne collent pas du tout avec l'histoire. Mais en fait, je change l'histoire pour avoir toujours une histoire cohérente. Nous pensons que nous avons un moi permanent parce que nous créons le mythe, le récit, qu'il y a un moi cohérent. Donc on se raconte et on y croit. C'est ça qui est le plus étonnant. On se raconte une histoire sur soi-même auquel on est le premier à croire. Et là aussi, c'est indispensable de se raconter cette histoire. Les gens qui ne se racontent pas d'histoire, qui maintiennent une cohérence, ont des graves problèmes psychotiques. Donc c'est très important de se raconter cette histoire. Mais on peut aussi considérer que c'est un conte pour enfants. On n'est pas obligé de considérer que ça nous définit. On peut dire, oh, c'est une jolie histoire. Par exemple, si vous me demandez qui je suis, je peux vous raconter une très belle histoire. L'histoire, par exemple, qui a été donnée en introduction. Quand on demande une bio, je donne ce genre d'histoire. Mais je pourrais en donner tout à fait une autre, et puis encore une troisième et une cinquième. Et toutes ces histoires, elles ont autant de validité, parce qu'en fait, notre histoire est faite de tas de choses tout à fait hétérogènes, et soit je les relie par un fil, soit je choisis un autre fil, soit je choisis encore un autre fil, et vous verrez qu'en fonction de ce qui vous arrive, vous reconstruisez l'histoire passée. On se dit qu'on a un passé, mais en fait, à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, vous allez rechercher dans le passé ce qui, soi-disant, ne pouvait pas amener à autre chose que votre vie de maintenant. Mais c'est une reconstruction sur le passé. C'est pour ça qu'il appelle ça le moi narratif, c'est vraiment un discours, une jolie histoire. Alors on pourrait se dire, c'est très bien d'avoir une histoire, ça rend une cohérence, donc du coup, on devrait être mieux. Et donc ils ont demandé à des méditants qui étaient capables d'identifier dans les différents stades du moi. Donc, est-ce qu'ils étaient dans le moi narratif? Alors ça, c'est généralement l'état dans lequel on est à peu près tous quand on s'assoit. Ça continue à raconter tout un tas de trucs sur notre journée, etc. Est-ce qu'ils étaient dans le moi minimal? C'est-à-dire que là, justement, il n'y a pas toute cette histoire qui se raconte, ou même dans un état où il n'y a même pas la sensation de séparation entre moi et l'extérieur. Et il leur a demandé de juste appuyer sur différentes touches pour ne pas sortir justement trop de cet état. Et de déclarer, est-ce qu'ils avaient des émotions qu'ils auraient qualifiées de négatives, donc qui les amenaient plutôt à se sentir mal, à se sentir triste, etc. Ou est-ce que c'était plutôt des choses positives, ou est-ce que c'était ambigu, ce qui s'appelle mixte, ou est-ce que c'était neutre, c'était vraiment ni positif ni négatif. Et vous voyez qu'avec le moi narratif, on se dit, on se raconte une belle histoire qui doit nous faire du bien. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Le fait de se raconter en permanence cette histoire est au contraire ce qui nous maintient dans le fait de ne pas être si bien que ça. Ça nous maintient dans cette souffrance existentielle. Et donc là, on a un mécanisme, on peut relier ces deux notions du bouddhisme qui ne sont pas forcément reliées dans la doctrine elle-même, qui est qu'il y a une souffrance existentielle et il n'y a pas de moi. Et qu'en fait, cette souffrance existentielle, d'où elle vient de la volonté de reconstruire en permanence le moi de façon stable, alors que par essence, il n'est pas stable. Et quand on n'essaye pas, tout va beaucoup mieux. Et ça, c'est la troisième vérité selon les nobles. Ils disent qu'il y a une possibilité, justement, d'aller au-delà de cette souffrance existentielle, à condition d'avoir une pratique spirituelle. C'est la quatrième noble vérité. Et cette pratique spirituelle, qu'on appelle l'octuple sentier, qui est caractéristique du bouddhisme. Et là, on voit ce qu'ils veulent dire, c'est que, effectivement, quand on pratique de la méditation, on est plutôt plus souvent dans cet état minimal, mais il y a aussi d'autres choses que je vous expliquerai après, et que donc on a beaucoup moins de rumination sur soi-même, ce qui constitue ce moi narratif, et beaucoup plus à ce moment-là d'éléments positifs ou neutres qu'on en avait précédemment.
Donc finalement, on retrouve des éléments de la doctrine, mais vus tout à fait sous un autre angle. Alors, dans ce qui nous donne aussi l'impression que notre moi est quelque chose de continu, qui s'étend dans le temps, on a la mémoire. Je suis quelqu'un de continu parce que je me souviens qu'il m'est arrivé ceci, cela. Et donc, bien évidemment, j'étais la même personne, je le sais, je le sens. Ok. Donc, voyons ce qui se passe quand, aujourd'hui, vous vous souvenez d'un élément passé où vous dites ben, « j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature, c'est mon tempérament, je ne sais quoi ». Aujourd'hui, vous vous souvenez d'un élément du passé. Ce qu'il y a, c'est que le système qui permet de mettre en mémoire et le système qui permet de se rappeler passe par une même petite zone ici, qu'on appelle l'hippocampe, et qui fait le même traitement quand vous mettez en mémoire ou quand vous faites un rappel. Donc, ça veut dire que l'image que nous avons habituellement d'un souvenir, c'est que j'ai un album photo, et puis je vais regarder des photos du passé, et puis quand j'ai fini, je referme mon album photo, et je pourrai l'ouvrir autant de fois que je veux, je retrouverai la même photo. Pas du tout comme ça que ça se passe dans un cerveau. Ça, c'est uniquement dans vos stocks de photos. En réalité, chaque fois que vous rappelez un souvenir, le souvenir est retraité. Et dans le traitement, ça inclut pas seulement l'image du passé, dans l'hippocampe, c'est vraiment un carrefour de beaucoup de choses. Il y a aussi le sentiment de maintenant, les émotions de maintenant, qui vont venir colorer le passé. Donc si j'ai l'impression que j'ai toujours le même tempérament que dans le passé, c'est obligé. C'est obligé que je me sente pareil que dans le passé, parce qu'en fait, une grande partie de ce que je sens, c'est du maintenant, que je suis en train d'inclure dans le passé par le fait de me souvenir. Donc, à moins que le souvenir ait une très très forte émotion, l'essentiel des émotions qui vont s'associer à ce souvenir, c'est mes émotions de maintenant. La façon dont je suis maintenant, la façon dont je vois les choses maintenant, c'est ça qui va venir retravailler le souvenir. Et qu'est-ce que je vais remettre dans l'album photo? Je vais remettre le souvenir tel que je l'ai retravaillé aujourd'hui. Et c'est ça qui se restocke. Et la prochaine fois, ça va se remêler à un nouveau maintenant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pensez à vos souvenirs d'enfance. D'après vous, quelle part de réalité de votre enfance reste-t-il dans vos souvenirs d'enfance? Probablement pas grand-chose. Si vous ne me croyez pas, si vous avez la chance d'avoir une fratrie, demandez à vos frères et sœurs un événement important, donc normalement ils s'en souviennent, demandez-leur de raconter. Et après, essayez de voir ce qu'il y a de commun entre les frères et sœurs qui racontent l'histoire. Des faits réels qu'on peut extraire de 3 ou 4 récits, il ne reste pas grand-chose. Après, vous allez demander aux parents qui vont ouvrir des yeux ronds en disant que ce jour-là, il ne s'est absolument rien passé de ce que vous avez reconstitué entre les frères et sœurs. Donc vraiment, ne prenez pas la mémoire pour une photo. La mémoire n'est pas une photo. Et c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, on prend autant de photos pour se souvenir. C'est parce qu'en fait, fondamentalement, on ne peut pas se souvenir. On retraite tout le temps. Et ça fait partie du moi narratif. On va retraiter en permanence les souvenirs chaque fois qu'on se souvient. Donc ça crée une cohérence. Je suis constant parce qu'en fait, je ne peux pas réellement me souvenir de qui j'étais autrefois. Mais c'est pas grave, les souvenirs c'est rigolo quand même. Alors pire que ça, hein, là on avait juste l'impression qu'on mélangeait deux choses, on touillait, bon, ça va bien. Il se pourrait que quand vous retraitez votre histoire, vous l'arrangiez à votre sauce. Parce que le cerveau, il fait comme ça. Donc ils n'ont pas été très sympas avec les personnes qui faisaient. Ils leur ont mis des carrés qui bougeaient. Donc vous avez les millisecondes dans lesquelles ils bougent. Et ils ont mis 2 carrés qui bougeaient avec un écart relativement petit, de 150 millisecondes. Mais bien sûr, ils ont testé avant, dans une autre manip, que effectivement les gens percevaient ce délai de 150 millisecondes. Donc ils ont perçu que le carré B se décalait après le carré C. Ce n'est pas un problème de vision, on peut le voir. Seulement, ça ne fait pas une belle histoire. L'histoire qui était beaucoup plus jolie, c'est de penser que le carré B était venu percuter le C et l'avait mis en mouvement. Et en fait, c'est l'histoire que les gens racontent. Ils ne racontent pas ce qu'ils ont réellement perçu, ils racontent ce qui a le plus de sens. Et c'est probablement ce que l'on fait tout le temps.
on pense, je perçois à l'extérieur et je prends conscience de ce qui s'est passé à l'extérieur, alors qu'en réalité, il est plus probable que je recrée une histoire après, à partir de ce que j'ai perçu de l'extérieur, et je garde l'histoire qui a le plus de sens. Et je ne sais même pas que j'ai bidouillé. Je ne sais même pas que j'ai triché avec la réalité. Je suis intimement persuadée, les gens, même quand on leur a montré l'expérience, on leur a dit que c'était pas dans le bon sens et tout ça, ils ont dit c'est pas possible. Je suis sûre qu'il y a un carré qui est venu percuter l'autre, je l'ai vu. Alors que bien sûr, ils ont vu le contraire. Donc nous ne percevons pas le monde, nous le reconstruisons de la façon qui a le plus de sens pour nous.